on a vraiment un projet intéressant avec Paris 2024 et on a postulé avec Axémétrie pour le lot 27 du COJO, du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 24. Et ce lot 27, c'est quoi? C'est justement l'accessibilité universelle en période olympique et paralympique. Donc forcément, ce sera une très belle opportunité pour tourner la page en 2021 et d'attaquer la dernière ligne droite pour accompagner Paris au mieux, le mieux du mieux, et faire que ces Jeux apportent un vrai changement dans notre pays sur le regard du handicap et sur la question de l'accessibilité, parce que Paris en a vraiment besoin. Le point de départ dans l'eau, c'est une longue attente, la tête sous l'eau. Je savais que j'avais gagné, je m'en rendais compte parce que je savais qu'ils étaient derrière moi, je le voyais. Et je touche le mur et je reste bras tendu, tête sous l'eau, pendant bien 10 secondes, quoi. 10-15 secondes. C'est long, hein. Mais je me dis, tant que t'es sous l'eau, tant que t'es là, ce moment, il est qu'à toi. Dès que tu vas sortir la tête de l'eau, c'est plus à toi, quoi. Et après, tout le reste échappe. Et ça a été, à 18 000 personnes dans une piscine, c'est incroyable, hein. C'est juste dingue. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Donc bonjour à tous, aujourd'hui on accueille David Smetani sur le podcast. Bonjour David. Salut tout le monde. Donc David, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes qu'on comprenne qui tu es, s'il te plaît? Quelques minutes et quelques heures. Je suis athlète paralympique, membre de l'équipe de France depuis 2004. Paralympique, hein, puisque j'étais en première sélection France en 2002 à l'occasion des Championnats du Monde de Mar del Plata, une ville qui se trouve en Argentine et qui ont été mes premiers Championnats du Monde. Donc j'étais nageur avant mon accident en fait, et je reviens à ça tout de suite bien sûr. J'ai été avant tout un athlète lambda, valide, qui a été victime d'un accident de la route en 1995. Cet accident a occasionné 2 fractures de la colonne vertébrale venant toucher la moelle épinière et créant ce qu'on appelle une tétraplégie incomplète. Alors pourquoi incomplète? Parce que sur les 2 fractures, j'ai eu en fait 2 compressions de la moelle et pas 2 sections qui m'ont permis d'obtenir une récupération active derrière. Voilà. Et ensuite, l'amour du sport, au-delà de la rééducation qui a d'abord été un protocole intéressant, ne serait-ce qu'en natation, parce que j'ai refait la natation pour ma rééducation avant tout. Et ensuite, c'était vraiment nager, quoi, c'est-à-dire la compétition, faire des longueurs, les 4 nages, etc. Et puisque je ne pouvais plus être champion olympique, même si c'était un rêve un petit peu surréaliste, mais en tout cas c'était la carotte qui me motivait au quotidien, d'intégrer un jour l'équipe de France olympique, eh bien, je me suis dit, tu peux être champion paralympique un jour. Et donc, cette deuxième perche, je l'ai saisie, quoi. J'ai décidé de reprendre vraiment la natation comme un but ultime vers ce défi extraordinaire et voilà, que de monter sur un podium et la plus belle marche du podium au jeu. Voilà. Et alors, comment ça commence la natation pour toi? Quand est-ce que ça commence du coup? Qu'est-ce qui te fait dire que ça te plairait? Alors, petit, simplement pour apprendre à nager, ce que d'ailleurs tout le monde devrait faire dans ce pays, puisque c'est une règle de droit qui a été imposée par le ministère des Sports il y a très longtemps, à l'époque de Marie-Georges Buffet notamment, ou en l'occurrence, mais que malheureusement les moyens mis en place de ce côté-là ne sont pas forcément très très bons. C'est une parenthèse que j'ouvre, parce que c'est aussi un petit coup de gueule par rapport à la situation actuelle. On alerte souvent les pouvoirs publics et la ministre actuelle d'ailleurs, qui est plutôt bien placée pour en parler, pardon, qui avait une mission auprès du Premier ministre sur cette question-là, qui a beaucoup travaillé aussi au titre de son association qui s'appelle Educative à ce sujet-là, et qui peut-être est débordé par d'autres choses, d'autres sujets, bon, je peux le comprendre, mais on aimerait qu'il y ait plus, quoi, pour la natation, pour ce sport, et surtout pour la partie apprendre à nager, j'apprends à nager. Les clubs font leur travail, la fédération essaye de pousser, le ministère, je ne dis pas qu'il fait rien, mais voilà, on aimerait un peu plus encore, parce que on sait, après différentes études, que lorsqu'on apprend à nager, on diminue considérablement les risques de noyade, jusqu'à 80-85%.
Et moi, quand je suis à l'entraînement, après moi, il y a des jeunes qui arrivent des écoles, etc. Et je vois très bien que les enfants restent 20 minutes au bord du bassin sur 1 heure de séance et repartent avec leur professeur et maîtresse et maîtresse d'école. Et c'est pas suffisant, quoi. Donc voilà, mais j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui ont fait en sorte que je puisse apprendre à nager rapidement pour être épanoui, pour pouvoir être déjà en sécurité. Euh, j'ai été entouré dès mon plus jeune âge par parce qu'il était mon meilleur ami, mon plus ancien copain en fait, dont le père était le directeur de la piscine où je m'entraîne. C'est Michel Acarias. Et c'est vrai que j'ai passé très 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 souvent, enfin, de mes week-ends et mes journées, mais voilà, au bord de la piscine chez mon copain Cédric. Donc forcément, ça m'a aussi aidé à avancer dans ce projet-là, dans ce sport-là. Il m'a appris plein de choses, à mieux nager, etc. On s'amuse dans l'eau, voilà. Et puis j'ai après intégré une école, plutôt un collège avec une classe horaire aménagée, qui m'a permis de pouvoir concilier le sport et les études. Alors pas forcément la natation tout de suite en compétition, mais en l'occurrence un autre sport, mais qui pour autant m'a permis d'être entouré de nageurs et donner envie de faire comme eux à un moment donné, d'être sur un entraînement quotidien, voire bi-quotidien. Et, et ben, d'année en année, de voir ces garçons qui prenaient des épaules, etc., qui revenaient bronzés, c'était sympa, quoi. Donc voilà. Et puis il y a un vrai déclic en 1992. Les Jeux de Barcelone à la télé ont été vraiment le moment où je me suis dit, je sais ce que je veux faire comme sport, mais de façon très sérieuse, professionnellement, on va dire. Voilà. Donc l'amour des Jeux, pour être clair, et c'est ce qui m'a animé tout au long de ma carrière, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a un basculement à un moment donné qui fait que tu veux en faire ça de ta vie de tous les jours également, ou est-ce que tu t'étais dit au début que tu en ferais ça peut-être une passion à côté de ton travail? Il y a ce côté thérapeutique, quoi, qui était essentiel, hein, dans mon parcours de rééducation. Et le fait qu'on persiste à me faire comprendre, et j'avais compris rapidement finalement, hein, mais que c'était pas du luxe de faire du sport quand on a un handicap. Parce que c'était essentiel pour les questions de prévention des épaules, les questions de problèmes de sédentarité éventuellement, de forme, de mobilité, etc. Et qu'en plus, dans l'eau, bah, ça draine. Ça masse le corps, l'estomac, on a une meilleure circulation du sang, on est aligné, on est allongé, on étire les muscles des psoas, on étire, voilà, on a une position qui devient hyper intéressante et qui aide au quotidien pour, euh, pour faire face à ces contraintes liées au handicap. Maintenant, très rapidement, en fait, quasiment quelques mois après ma rééducation, ma fin de rééducation, j'ai été pris au piège parce que j'ai été invité à une cérémonie dont le principe était de récompenser ou oui, de célébrer les retours des athlètes des Jeux d'Atlanta, athlètes paralympiques. Et une de mes anciennes camarades de club, ou partenaires de club, était entraîneur en e-sport à ce moment-là. Elle m'a dit, écoute, tu devrais t'y remettre, quoi. Apparemment, tu nages en rééducation souvent, etc. Tu devrais t'y remettre. Et puis en rééducation, je suis tombé sur un prof de gym qui était au centre où j'étais, qui était aussi sélectionné dans l'équipe de France paralympique de natation. Alors quand il a su que j'étais ancien nageur, il s'est dit, celui-là, on va pas le rater. Il m'a mis au défi de nager contre ses terminales qui préparaient le bac sur des 400 mètres, etc. Et puis, bah, les godins sportifs, il est des fois bon, un peu touché quand on se dit, bah, j'ai passé des années à nager les kilomètres et les kilomètres, et puis là, je suis derrière des élèves qui sont juste là pour passer le bac, quoi. Et ben, je me suis entraîné, j'ai fait ce qu'il fallait faire, et puis je me suis retrouvé dans un bon petit groupe, quoi, au milieu du paquet, quoi. Pas forcément devant, mais en tout cas au milieu du paquet. Et c'est là que j'ai pris conscience que finalement, je voulais reprendre la compétition. Je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi. On va à la mairie, il y a des récompenses, des gens qui remettent des jeux, qui ont des médailles. Ok, c'est pas les Jeux olympiques, mais ça reste les Jeux quand même. C'est la même chose, finalement. Surtout à l'époque. Le grand point de départ a été 92, hein, c'est Barcelone qui a changé les choses. D'ailleurs, des très très beaux Jeux paralympiques. Et ensuite, ensuite, voilà, je me suis dit, bah, c'est simple, hein, si tu veux y arriver, faut t'entraîner, c'est tout, quoi. Donc là, au travail, et puis ça a rythmé ma vie, au quotidien, avant de reprendre même mes études. Et puis finalement, c'est parce que j'ai ces deux compétences-là, athlète de haut niveau, et ensuite, le cursus scolaire en place, que j'ai pu concilier les deux vraiment. Mais l'un n'allait pas sans l'autre. Et le point de départ a vraiment été le sport. Donc ensuite, j'ai repris mes études et j'ai pu être accompagné pour les deux, pardon. Ça a toujours été facile, parce qu'à un moment donné, quand on est en master, qu'on a 25 partiels par an ou 27, faut pouvoir assurer quand on s'entraîne tous les jours, c'est pas facile. Mais bon, ça a marché avec le temps qu'il fallait. Et c'est cet équilibre qui m'a été vraiment bénéfique, je pense, dans ma vie, quoi. Donc, le sport a toujours été un élément essentiel dans mon parcours. Et c'est devenu non seulement un leitmotiv personnel,
mais quelque chose dont j'ai fait ma propre paroisse, quoi. Voilà, voilà, c'était une façon de pouvoir dire, vous qui avez un handicap, ne négligez surtout pas le sport, c'est essentiel. Est-ce que tu as un métier du coup aujourd'hui à côté de ce que tu fais en tant que champion Alors, on n'est pas professionnel majeur? au niveau paralympique ou handisport. On a des aides, des sponsors aussi parfois. Tout dépend du niveau de carrière, bien entendu, et des résultats. On est semi-pro, on va dire. Donc j'ai repris mes études dans le but de pouvoir assurer aussi mes arrières parce que rien ne me prédestinait à être forcément champion olympique ou paralympique. Sur le podium, je l'espérais. Sélectionné au jeu d'abord, je l'espérais. Après sur le podium, peut-être, mais gagner, c'est encore autre chose. Et mon ancien président, quelques années, à l'époque André Auberger, me disait, David, si tu veux être reconnu et avancer dans la vie, c'est une médaille d'or et pas autre chose. Pas deux, pas trois. C'est le titre qui sera pour toi une porte ouverte à quelque chose, rien d'autre. Et donc il fallait assurer derrière parce que dans le sport, il y a plein de choses qui sont incertaines. Hein. On ne peut pas être sûr qu'on va gagner, etc. Ça serait prétentieux, quoi. Donc j'ai repris mes études et puis j'ai intégré la ville de Grenoble à un moment donné comme chargé de mission sport et handicap. J'ai intégré ensuite le bureau de la DGS en tant que conseiller spécial du DGS et du maire de la ville. J'ai fait plusieurs choses. Voilà, agent à la ville de Grenoble au départ, et puis ensuite j'ai été élu à la région Rhône-Alpes comme conseiller régional. Je suis maintenant ambassadeur du sport, et puis suite à quelques soucis professionnels avec mon ancien employeur, la ville de Grenoble en l'occurrence, j'ai décidé de créer ma société pour pouvoir Ok. parler de mon aventure et transmettre les compétences que j'avais créées en entreprise et aussi avec mes études, bien sûr, ces questions de management pardon, d'organisation en général, pour permettre de pouvoir avancer et non seulement me permettre d'avancer, mais en même temps de pouvoir transmettre ce que j'avais appris pour aider aussi les entreprises à mieux avancer. Voilà. Il y a eu des concours de circonstances aussi. Hein. Je veux dire, j'ai été approché par une assurance il y a quelques années parce que j'étais en visite pour raconter mon histoire, un peu comme un témoignage. Et c'est vrai qu'on m'a proposé de pouvoir intégrer un format qu'on appelle les REO, les rencontres extraordinaires. Voilà, une grosse équipe qui va partout en France pour parler du handicap et sensibiliser les jeunes dans les collèges et lycées à cette chose-là. Voilà. Donc, de fil en aiguille, différentes opportunités professionnelles qui sont mises en place et qui m'ont permis de pouvoir construire un projet d'entreprise. Ok. Et alors, est-ce que tu as eu des difficultés d'avoir des plages horaires peut-être aménagées, notamment dans ta semaine, pouvoir t'entraîner matin et soir Oui, au début, bien sûr, et puis rapidement, grâce à l'aide de ma fédération, de la ville de Grenoble, sous l'ancien maire Michel Desto à l'époque, de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'époque qui était simplement région Rhône-Alpes, avant même que je sois élu d'ailleurs, euh, via son ancien président, Jean-Jacques Tirane, pour ne pas le citer, j'ai pu bénéficier de ce qu'on appelle une CIP. Alors c'est quoi une CIP? C'est une convention d'insertion professionnelle qui permet à un athlète de haut niveau, sur liste ministérielle uniquement, de bénéficier d'un aménagement du temps de travail. 20, 30, 40, jusqu'à 50% en année paralympique ou olympique. Donc, même dispositif pour les athlètes olympiques et paralympiques, hein, bien sûr, pour permettre à un athlète de pouvoir s'entraîner tout en continuant à toucher son salaire. Donc, j'ai toujours mené les deux de front, ma carrière professionnelle et sportive. Alors, avec un aménagement du temps, oui, j'étais en moyenne à 33%, je crois, d'aménagement, ou 40%. Le maire m'avait laissé un peu plus en période olympique et paralympique parce que j'avais plus de temps. Mais oui, un aménagement qui était évident pour pouvoir réussir les deux. Puis ensuite, c'est de la gestion au quotidien. Hein, je veux dire, je m'entraîne tôt le matin, je règle mes affaires professionnelles à côté en rentrant chez moi, je réponds aux sollicitations, pardon, au contrat professionnel après, et je cale mes déplacements en fonction de mon programme sportif aussi. Ça se passe plutôt bien pour l'instant, donc on continue comme ça, mais oui, c'est toujours pareil, c'est un équilibre à trouver et c'est une nécessité pour pouvoir s'épanouir autant sur le plan intellectuel que physique. Et je crois que ce sont vraiment les deux qui ont fait et ma personnalité et en même temps cet équilibre que j'ai aujourd'hui. Voilà. Et alors, effectivement, on va revenir sur ces jeux en 2008. Quand tu as eu besoin de t'entraîner, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour choisir un coach? Comment tu fais pour choisir aveuglement quelqu'un à Ça qui a tu été te... Tu le te... premier défi finalement, c'est-à-dire comment trouver un club qui allait accepter que je puisse m'entraîner à très haut niveau régulièrement malgré le handicap. Ça n'a pas été aussi simple que ça. On pourrait se dire mais comment ça? Les compétiteurs, ils préparent les jeux, comment se fait-il qu'ils cherchent un club? Et oui, parce que les problèmes de vitesse, on avait peur au départ que je puisse pas m'intégrer correctement, que ce soit un problème dans les séries, que donc c'était un peu difficile. Les choses ont changé et évolué heureusement. Et puis
c'est de fil en aiguille, en proposant à différentes personnes, en me battant pour avoir l'entraîneur, en expliquant mes motivations. Je me suis vendu, en expliquant pourquoi je voulais m'entraîner sérieusement et de quoi j'avais besoin. Jusqu'à ce que je puisse donc intégrer le club de Grenoble Handisport au départ, avec 2 entraînements par semaine, puis ensuite un peu plus, via un entraîneur qui était en fin de formation, dont je suis d'ailleurs maintenant le parrain du petit garçon, Stéphane Carbone pour ne pas le citer, qui m'a proposé de pouvoir reprendre l'entraînement de A à Z. Écoute, on va être 2, il y aura toi et moi, mais on va reprendre l'entraînement tous les jours, etc. Donc on a avancé, j'ai été aidé au départ aussi par 2 autres nageurs de l'équipe de France, notamment Sophie Jacquet, pardon, je pensais à son frère Yann, que j'ai revu au Canada il n'y a pas très longtemps. Sophie Jacquet et un ancien camarade de Chirol à l'époque, qui était un nageur de niveau national, un très très bon nageur, que je salue au passage, Sébastien Lyon, qui ont été les 2 premiers à me réentraîner avant que Stéphane ne débarque, on va dire. Et puis Stéphane est parti après, pour des raisons professionnelles, à Amberieu, chez les Manodou, dans la famille de Laure, Florent et Nicolas, pour entraîner le club d'Amberieu. M'a proposé de suivre, mais j'avais un projet professionnel scolaire, en tout cas universitaire et sportif ici. Donc j'ai pas suivi, j'ai changé de club, je suis parti à Sassenage, dans la banlieue grenobloise. Sans faire de jeu de mots, c'est pas ça, CCDIA, Senage, c'est Sassenage, S-A-2-S-E-N-A-G-E. Voilà. Mais bon, le jeu de mots est sympa. Et mon entraîneur à l'époque, Yann-Éric Fouillet, a repris les rênes de l'entraînement. Voilà, donc il y a eu une passation de pouvoir entre Stéphane et Yann-Éric. Le club m'a accompagné jusqu'à 2008, c'est ça. Donc je suis resté, alors je suis passé par Fontaine au départ. On est resté 98 à 2003-2004. On est resté quasiment 4-5 ans à Fontaine. Après on est parti 4 ans à Sassenage et malgré les fusions avec d'autres petits clubs de l'agglomération, c'est signé la banlieue de la rive nord de Grenoble, voilà, j'ai réussi mon projet sportif. Et ensuite, il a fallu que je parte parce que j'avais besoin d'un établissement personnel et professionnel différent, que le club actuel avait un certain nombre de limites en termes d'entraînement, de volume d'entraînement, et j'avais besoin de plus de concurrence aussi, plus de dynamique. Mais comme quoi, on peut réussir même dans un petit club. Voilà, c'est les entraîneurs qui font la différence et surtout le nageur. Et puis ensuite, voilà, j'ai repris contact avec une personne qui est malheureusement plus de ce monde, que je salue au passage là où il est. Il s'appelle Christian Donzé, l'ancien DTN de l'équipe de France de natation olympique, de la Fédé, voilà, qui est malheureusement décédé en 2012. Et qui a apporté beaucoup pour la natation à Grenoble parce qu'il a permis de pouvoir créer ce qu'on appelle le QFE, Centre universitaire d'entraînement et de formation. Permettre à des athlètes de très haut niveau en natation, qui s'entraînent 2 fois par jour, de concilier études et sport. Et mon entraîneur à l'époque, Guy Larocca, avait repris les rênes de ce projet. Après discussion avec le président et Christian notamment, donc le président Dimitri Mose, dont la fille est une ancienne nageuse, brillante élève aussi, qui a, pour ne pas l'oublier, été médaillée aux France. Elle a toujours le record des petits, je crois, à la Comène, en papillon. Et c'est une élève qui a un projet particulier de vie, puisqu'elle a présenté le concours de médecine. Alors, avant ça, elle était élève de terminale, on va dire lambda, sauf qu'elle a eu 19,75 de moyenne au bac S, quoi. Donc, une tronche, on va dire, tout en s'entraînant 8 à 10 fois par semaine. Donc, faut quand même assurer. C'est impressionnant. Et son papa était notre président à l'époque, et voilà, en discussion avec Guy, avec Christian et Dimitri, on m'a proposé de réintégrer ce groupe du QFE avec des nageurs de très haut niveau comme David Maître qui a été médaillé et finaliste au France Elite sur 50 mètres et 100 brasses, sur 50 nages libres et 50 brasses, pardon. Un des rares d'ailleurs à gagner les deux. Et le 50 brasses et le 50 nages libres, c'est plutôt original. Hugues Les Autres, Déborah Brouard, enfin voilà, d'autres nageurs de niveau national avec qui je m'entraînais. Et j'ai réussi un nouveau pari d'aller à Londres avec plusieurs médailles au bout. Peut-être pour resituer sur l'histoire, tu participes quand au premier jeu? 2004, Athènes. 2002, première équipe de France. Alors 2000, désillusion déjà. 2000, je rate la sélection pour Sydney, bien sûr. J'étais pas encore prêt, je pense. 2004, premier jeu. 2008, l'apothéose sur le plan des performances sportives.
avec Pékin. 2012, je dirais, ce sont les Jeux de la confirmation, jamais 203. Et 2016, les Jeux du retour. Après une grave blessure, j'ai réussi à revenir à un certain niveau pour être de nouveau médaillé à Rio en 2016. Voilà. D'ailleurs, je salue au passage tous les gens qui m'ont entouré à cette période, vraiment très très chaleureusement. Que ce soit les gens qui étaient très proches de moi à l'époque, les plus intimes, j'ai envie de dire même, les plus proches, qui m'ont beaucoup accompagné, beaucoup aidé. Mes entraîneurs à l'époque, bien sûr, toute la fédération, les préparateurs physiques, enfin, tous les gens qui ont contribué aussi à permettre de réussir. Ça, c'est important. Et ça passe par l'entourage proche aussi, bien sûr. Et puis, 2020, j'espère, je touche du bois, ce seront les jeux de la fin, quoi. La conclusion, on va dire. Sachant que pour le coup, on fait durer le plaisir, hein, parce qu'on va prendre un an de plus dans la tronche, là, donc. J'allais dire, ils ont l'air d'être décalés officiellement pour 2021, donc de toute façon, Ouais, c'est sûr, ça y est, on le sait. Pour les Paralympiques, c'est 24 août, 5 septembre, et les Olympiques, 23 juillet, 8 août. Donc on sait ce qu'il en est maintenant, et rendez-vous dans un an, plus d'un an même. Donc, chaque parcours, chaque Olympiade a été une aventure différente, avec des motivations différentes. Souvent des coachs différents, pas toujours, mais parfois. Et je ne veux pas oublier mes kinés, bien sûr. Un grand clin d'œil aussi à Thomas Fogel, mon kiné en équipe de France, et Baptiste Emerick aujourd'hui aussi, mais voilà, des gens qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident encore beaucoup dans mon parcours. J'oublie pas les services de com de la Fédé, mes sponsors à l'époque aussi. J'ai été très, très soutenu pendant très longtemps par Speedo, par d'autres, voilà. Aujourd'hui, il y a un autre projet avec une marque concurrente, Arena, pour ne pas la citer, bon, on va voir, mais peu importe. On n'avance pas tout seul. Voilà. Même dans un sport individuel, on a besoin de monde, d'entraînement, d'entraîneurs, voilà. Un club aussi, hein, mon club, le Salle 38, fait des choses pour moi, c'est bien entendu évident. J'essaie de leur rendre le mieux possible, et on va se parler bientôt d'ailleurs, parce qu'il y a une saison qui va être très très longue. Encore une fois, voilà, on part pour 16 mois, c'est pas demain la veille, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. Tu disais tout à l'heure effectivement qu'il y avait eu beaucoup de monde qui t'entoure. Si tu conclus effectivement les prochains JO, ce sera la 5e participation que tu fais. Est-ce tu comptes t'arrêter ou comment ça se passe? Oui, cette fois-ci, oui. Autant Rio, il me se posait la question, mais je ne pouvais pas concevoir de finir ma carrière sur une blessure. C'est trop horrible, vraiment, c'était moche. Du coup, je me suis dit, je repars pour un tour. J'ai fait un petit break en 2017, notamment parce que j'étais sollicité par Paris 2024 pour les accompagner dans le dispositif de candidature. Une tournée nationale, des déplacements à pas droite à gauche aussi. On a été au Qatar, on a été un moment extraordinaire. Hein. Je n'oublierai jamais de ma vie ce moment vécu à Lima lorsque Paris gagne les Jeux de 2024. C'était incroyable, quoi. C'était juste fantastique. Du début à la fin, hein. Le premier vol aller, le vol retour, n'en parlons pas. Une célébration à Charles de Gaulle qui était digne du festival de Cannes, et encore plus que ça, c'est incroyable. Un moment fantastique à vivre. Mais non, j'ai décidé qu'après Tokyo, ça serait la fin. Ça serait une belle fin au Japon pour tourner la page, après une année à rallonge en plus. Et parce que j'ai aussi, dans mes missions professionnelles, une fonction de consultant qualité d'usage. J'ai travaillé en 2012, enfin de 2005 à 2012, pour un groupement que je tiens à citer qui s'appelle Axémétrie, une entreprise dirigée au départ par monsieur Jean-Pierre Cérus, qui travaille sur l'accessibilité universelle notamment, et qui m'a fait confiance par relation, notamment par les gens qui travaillaient déjà au Stade de France, pour travailler sur l'accessibilité et la conformité du Stade de France. Je salue au passage, en espérant n'oublier personne, Xavier Parenteau, là où il est à Bordeaux. Et voilà. Et c'est important aussi, voilà, de souligner aussi l'engagement des gens qui nous ont fait confiance dans ce projet-là. Et puis il y a aussi Laurent Pasqualini, pardon, le directeur sport à l'époque du Stade de France, qui aussi m'a permis de pouvoir avancer dans ce projet-là. Ne pas l'oublier, Laurent. Mais on a vraiment un projet intéressant avec Paris 2024, et on a postulé avec Axémétrie pour le lot 27 du COJO, donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 24. Et ce lot 27, c'est quoi? C'est justement l'accessibilité universelle en période olympique et paralympique. Donc forcément, ce sera une très belle opportunité pour tourner la page en 2021 et d'attaquer
la dernière ligne droite pour accompagner Paris au mieux, le mieux du mieux, et faire que ces Jeux apportent un vrai changement dans notre pays sur le regard du handicap et sur la question de l'accessibilité, parce que Paris en a vraiment besoin. Ça commencera par les équipements sportifs, bien entendu, mais pas que. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens là, en 2008, tu montes sur le podium? Comment tu peux expliquer cette sensation à certaines personnes comme moi qui n'ont jamais vécu ça? Le point de départ dans l'eau, c'est une longue attente, la tête sous l'eau. Je savais que j'avais gagné. Je m'en rendais compte parce que je savais qu'ils étaient derrière moi. Je le voyais. Et je touche le mur et je reste bras tendu, tête sous l'eau, pendant bien 10 secondes, quoi. 10-15 secondes. C'est long, hein. Mais je me dis, tant que t'es sous l'eau, tant que t'es là, ce moment, il est qu'à toi. Dès que tu vas sortir la tête de l'eau, c'est plus à toi, quoi. Et après, tout le reste échappe. Et ça a été, à 18 000 personnes dans une piscine, c'est incroyable, hein. C'est juste dingue. En plus, c'est Motor Cube à l'époque. Nos copains de l'équipe de France avaient été champions olympiques. Je pense à Alain Bernard, bien sûr, qui est un grand copain. Sur le 100 mètres, je pense au relais, qui a raté un petit rien, cette médaille d'or pour être argent, coiffé sur le fil par les Américains, et ils se sont vengés en 2012 d'ailleurs. Euh, un très très beau relais. Mais ouais, il y a un moment de soulagement qui est incroyable. Avant, le moment de joie, de larmes, de méditation, tout ce qu'on veut. D'abord, un soulagement d'avoir réussi ce challenge en me disant, t'as travaillé tout ce temps-là pour ce petit moment-là, qui a duré 1 minute, 24 secondes et 67 centièmes, en fait, hein. Mais, voilà, le moment que j'ai vécu est juste extraordinaire. Ça me tue des frissons quand j'en parle, hein. Vraiment, c'est dingue. Et, un soulagement énorme. Ce qui fait que sur le podium, il y a des phases de larmes que j'ai pas pu contrôler, vraiment. Il y a une phase de rage, de joie qui est extraordinaire, une phase de bonheur qui est exceptionnelle. Je crois qu'on peut pas le comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Je pèse vraiment mes mots. Ça fout des frissons quand on entend la Marseillaise. On en pleure parfois parce qu'on est fan de sport, on est patriotique aussi, etc. Mais de le vivre, c'est vraiment quelque chose. Donc, un mélange de différentes émotions, mais la première, et peut-être la plus véridique finalement, ça a été cette forme de soulagement énorme de me dire, t'as travaillé comme un timbré pour ça, quoi, et pour y arriver, et c'est fait. Extraordinaire. Merci pour ce superbe témoignage. C'est vrai que ça fait chaud au cœur. Il y a une image qui le symbolise très très bien, même si une image, ça ne parle pas, c'est muet, on peut la faire parler, on peut imaginer les choses. Et pourtant, l'expression dit souvent que l'image parle d'elle-même. Bon. Mais au-delà de ça, il y a une image que j'ai sur le podium, les bras à moitié levés, la tête qui regarde le ciel en train de crier, j'ai le visage qui a été capturé sur l'écran par nos photographes, que je salue d'ailleurs au passage, Monsieur Picou et Monsieur Laurent Bayeux et autres, enfin Benjamin, pardon. Mais cette espèce de soulagement, d'explosion de joie, quoi. Comme le kai dans le karaté, quoi, ou le cri, voilà, on appelle le kai, ou taekwondo. Un hurlement nécessaire parce que j'ai besoin de sortir tout ça, quoi. D'ailleurs, sur la ligne d'eau, au moment où je gagne ce titre sur le 100 mètres, le premier jour donc à Pékin, première médaille française, première médaille d'or en plus, je monte sur la ligne à moitié en levant le bras très très haut. Cette photo-là, elle est restée sur... j'en parle comme ça, c'est pas très important, mais bon, elle est restée sur Google en fond d'écran avec 1 800 000 visiteurs, je crois, le soir même. C'était un moment incroyable. Et tous les jeux de mots qu'on peut imaginer, hein, la presse est très forte pour ça, quoi. Handisport avec OR en or, tu vois, bon, des trucs comme ça par exemple. Mais ouais, cette image, elle est forte, quoi. Elle est très très forte et puis derrière, il y a plein de choses, quoi. Il y a un contrôle antidopage qui a été tellement long. Je vais avoir le président de la République au téléphone parce que c'est la tradition. Le président appelle les médailles d'or en général. On a dû refuser l'appel parce que j'étais en contrôle antidopage et qu'après j'allais me coucher parce que j'avais une course le lendemain matin. C'est plutôt original de dire, Monsieur le Président, je suis désolé, on ne parlera pas ce soir. David, il doit aller se coucher. On attendra un peu plus tard. C'était original. Bon. C'était anecdotique, hein, mais c'était rigolo, quoi. Je trouve ça très drôle aussi. Ouais. Tu parlais de timing tout à l'heure sur le temps que tu as passé, sur le 100 mètres par exemple, mais je pense que tu as aussi eu des titres, notamment de champion d'Europe, des records dans ce sens-là. À partir de quand tu te dis, et à partir de quand on détecte qu'il faut que tu déclenches un nouveau record? Comment tu officialises le moment? Parfois malgré moi,
puisque au championnat de France élite en 2006 à Tours, l'année où Laure bat le record du monde du 400 mètres nage libre, quelques minutes avant, je bats un record d'Europe du 50 mètres nage libre, dans ma catégorie. Et un record que j'avais battu 15 jours avant sur une Coupe du Monde en Angleterre. Et je pars pour le départ. Notre directeur sportif, à l'époque, Jean-Michel Bostonac, annonce les nageurs. Et il annonce mon parcours, et notamment ce record battu il n'y a pas très longtemps. Et il se permet gentiment de dire, et David qui va tenter une nouvelle fois de battre ce record d'Europe. Et là, je me retourne des grands yeux en me disant, mais je vais rien tenter du tout, de quoi il parle? Je vais essayer de nager le plus vite possible, on verra ce qui se passe. Il était tellement, et puis ça a marché, quoi. Et je passe de 38,74 à 38,55. La piscine en folie, parce qu'en annonçant un truc comme ça, forcément, quand ça marche, c'est fantastique. Les copains morts du bassin qui étaient comme des fous, etc. Et j'en ai un souvenir incroyable, quoi. En général, c'est pas programmé, hein. On a un pic de performance à un moment donné qui est un moment clé, une grande compétition en général, qui est l'occasion, parce qu'on est en forme, pour battre un record. Mais c'est pas... En 2007, j'en bats 4 d'affilée sur la même compétition aux États-Unis. 50 nages libres, 100 nages libres, 200 nages libres, 50 dos. Un an avant les Jeux. Je me suis dit, même pas avant, c'était au mois de décembre. Donc 9 mois avant les Jeux. Je me dis, ça c'est quand même de bonne augure. Mais ouais, ça sent bon pour la suite, ouais. oui, mais c'est pas la seule raison, c'est pas, en tout cas pour les records. Bien sûr. Mais bon, on programme pas ces choses-là, rarement. Celui qui dit, je vais mettre un record demain, il le sent, il peut penser qu'il va être prêt pour ça. Il y a des facteurs qui encouragent à comprendre que on est prêt. De là à dire, je vais battre le record du monde, ou le record d'Europe, à d'autres, quoi. Avant les États-Unis, non, après les États-Unis, je pars au Brésil. Mon entraîneur à l'époque me rejoint. On était invité pour un meeting spécial organisé par une banque, bon, et le comité paralympique brésilien. Et on avait 2 courses sur 6 jours au Brésil. C'était plutôt sympa parce qu'il était super beau à Rio. Et on était invité pour 2 courses dans la même journée. Et ensuite, c'était vacances. Donc, c'est plutôt cool. J'essaye de nager le 100 mètres nage libre en combi intégral et pas uniquement... Ah non. Si. Et pas uniquement en pantalon ou en shorty. Et je rebats mon record d'Europe battu quelques jours avant. De 1,24,66 qui venait battre un ancien record de 1,25,15 qui n'était pas un record d'Europe. Je passe à 1,23,68. Donc ah oui. à 2 centièmes près, 1 seconde en 1 semaine. Et là, je me dis, fantastique. Comme par hasard, là, le 50 livres, je remets la même chose. De 38,55, je passe à 38,21, à 38,00, je sais plus. Bon. La nage, c'est quand même un sport d'endurance quand même conséquent. Comment tu fais pour distinguer un entraînement pour un format de nage? Comment tu vas? Est-ce que tu as une séance le matin qui est pour le 50, une séance le soir pour le 100 mètres? Comment ça se passe? Je demande à tous les nageurs de Philippe Lucas si c'est des sprinters, ils vont te répondre que ça marche pas comme ça chez eux. Eux, ils enchaînent les kilomètres et c'est plutôt 7-8 par séance, pardon, que nous, quand on est à 4 ou alors à 5, le samedi, le dernier week-end avant le confinement, on est mardi, ça fait 15 jours, jour pour jour qu'on a commencé ce confinement. Le samedi d'avant, je faisais, avec un entraîneur adjoint du groupe Elite B à Grenoble, mon club, Arkady, pour pas le citer, un ancien nageur en médaille olympique russe, qui maintenant travaille pour le club. Je fais une séance à 5 bornes. 5 bornes en 2h15, pour moi, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. Mais et tant mieux parce que j'ai pas pu en nager. Ouais, bah oui, j'imagine que pour vous, les nageurs, ça doit être une catastrophe, ouais. C'est très compliqué. Et c'est bien qu'on ait du temps parce que il y a beaucoup plus important. Hein. Je répète encore une fois parce qu'on va me dire que je pense à ma carrière et à rien d'autre. Certainement pas. Enfin bon, on me le dit pas, mais je veux dire, je veux pas que ça soit pris comme tel, surtout pas. Il y a beaucoup plus important aujourd'hui. En cette période difficile, et cette crise vraiment sanitaire incroyable qu'on traverse tous dans le pays et dans le monde entier, qui ne fait que compter les morts par plusieurs milliers, il est clair qu'il n'y a pas de commune mesure, quoi. Il y a vraiment, vraiment, vraiment une grande différence. Il faut surtout pas tout mélanger. Mais, pour les sports qui souffrent le plus en ce moment, il est clair que la natation en fait partie parce que là, ça fait 15 jours, je sais déjà qu'il me faudra 1 mois pour m'en remettre. C'est sûr. 1 mois d'entraînement costaud pour arriver à retrouver quelque chose de semblant, semblerait-il, mon niveau. Comme on est parti pour, à mon avis, pas mon avis, on est parti pour 15 jours encore, c'est plutôt 1 mois et demi, voire 2 mois qu'il va falloir pour être vraiment de nouveau au bon niveau. Donc, non, c'est pas drôle. Mais bon,
Voilà, c'est une parenthèse qui se Vous n'avez referme. pas des systèmes chez vous, je sais pas, si t'as pas peut-être installé une espèce de baignoire avec un projecteur d'eau pour que tu puisses nager dans la Non, baignoire ça marche pas très bien. On peut tout essayer, là, comme il y a un élastique à contre-courant pour essayer dans une petite piscine. Oui, bien sûr, mais non, non, non. Non, j'essaie de maintenir la condition physique avec des haltères, un medicine ball, les abdos tous les jours, rouler un peu autour de la maison. 1 kilomètre, c'est pas grand chose, mais quand on est en fauteuil dans un endroit où ça grimpe vraiment beaucoup, ça fait les bras et bon, bah, j'ai cette chance-là, quoi, de pouvoir avoir des côtes vers chez moi. Donc, d'ailleurs, j'ai décalé notre interview pour pouvoir aller rouler. Je l'ai pas fait, je dirai après, mais euh, oui, on essaie de se maintenir en forme comme on peut. On fait du maintien physique et pas du développement, de l'entretien physique. Ouais. Mais rien ne remplace l'eau, c'est évident pour l'instant, quoi. Donc après l'entraînement, c'est quoi? C'est un échauffement, une phase de travail technique en général, une série, soit un peu aéro, donc un peu longue, soit des sprints, de la récup, voilà, ça se passe un peu comme ça. Et on peut enchaîner sur 2, 3, 4, 5 bornes, 6 bornes. Et tu vas le faire. Donc, toi, typiquement, imagine, on sort de cette période de confinement et que tu es sur un rythme normal. Il se passe quoi le jeudi? C'est quoi ta journée du jeudi? Je me lève le matin, je vais à l'entraînement pour 7h30, donc je pars de la maison, c'est 7h, 7h15. Je nage une première fois, je rentre, je me repose en général une demi-heure, 45 minutes, j'essaye. Pas toujours, mais j'essaie de me tenir, pardon. Et quand on va avoir cette reprise, j'espère bientôt, faudra que je m'y tienne parce que je vais vite être cuit sinon. Euh, non, vraiment. Et derrière, je mange en suivant les recommandations de mon diététicien. Romain Giroud, pour ne pas le citer, parce qu'il n'aime pas qu'on parle de lui, moi j'en parle de lui tout le temps parce que je l'aime bien, parce qu'il est bon. Euh, qui n'est autre que le frère d'Olivier, d'ailleurs. Romain a joué au foot à haut niveau aussi et il connaît le sport de haut niveau. Pas que les nageurs, pas que le football, mais le rugby aussi, entre autres, d'autres sports. Il s'occupe aussi d'Alexandre Giraud, qui est un de mes copains grand sportif en quad, qui a fait le Dakar plusieurs fois, et qui, j'espère, viendra le gagner l'année prochaine. Bon. Mais suivre un bon programme nutritionnel, et puis je repars à l'entraînement l'après-midi avec Arcadie pour être dans l'eau. Alors le matin, c'est avec Julien, mon entraîneur, et l'après-midi, Arcadie pour être dans l'eau de 15h, 15h30 jusqu'à 16h30, quoi. On nage pas très longtemps jeudi après-midi, mais on nage une deuxième fois. Et le reste de la journée, du coup, tu es au travail. Et le jeudi, quand je double en général, je traite des mails, j'essaie de pouvoir remplir mes dossiers, ou de pouvoir envoyer les contrats quand j'en ai, ou d'avancer sur différents dossiers administratifs, voilà. Je laisse tout ce qui est développement, appel, rendez-vous un peu de côté pour des jours où j'ai rien l'après-midi ou le matin, par exemple. Sans que je nage tous les Ok. matins et que l'après-midi j'ai souvent une mission de muscu, ou si pas de muscu, j'ai natation. Donc, ça me laisse peu de temps libre. Le mercredi après-midi, je suis tranquille. Le lundi après-midi, je suis tranquille. Voilà. Sinon, je suis à fond. T'es à fond. Et alors, typiquement, dans ta carrière jusqu'ici, est-ce que tu as eu des périodes de tristesse, ou de regret, de frustration en particulier? De regret, oui, de pas forcément avoir tout fait pour être sur cette première marche une nouvelle fois, quoi. En 2012, à Londres, sur le 100 mètres, j'ai le premier temps des séries le matin, le titre me tend les bras, et puis je fais une course un peu trop attentive, quoi. Pas assez agressive, pas comme celle que j'aurais dû faire en tant que challenger finalement. Alors j'étais pas le challenger, j'étais l'homme à battre, mais voilà. De la tristesse, bien sûr, on a tous de la tristesse parce que des fois c'est dur, qu'on n'a pas forcément envie, que se lever tous les matins pendant plus de 20 ans pour aller nager, on peut dire que c'est drôle et que c'est un truc que j'aime. Oui, c'est un truc que j'aime et c'est pas toujours très chiant, mais au contraire, hein, c'est plutôt agréable. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le haut niveau, venez dans l'entraînement pendant une semaine, un mois, un an, et puis au bout de 20 ans, vous allez comprendre ce que ça veut dire, quoi. Voilà, chacun son boulot, je ne peux pas dénigrer ce que font les uns les autres. Je ne me plains pas du tout, attention, hein. C'est juste que c'est un sport qui est exigeant, qui est très exigeant, qui demande beaucoup, mais qui m'a appris beaucoup aussi. Donc, c'est bien. T'as le droit de faire je sais pas, des soirées, de boire, ou est-ce que t'as vraiment, avec ce rythme Oh, diététicien, des non, non, contraintes? non, ça m'arrive très rarement, mais ça peut arriver parfois de prendre un verre de vin quand j'ai l'occasion, un week-end, pour un bon repas, parce que c'est agréable, c'est le moment, ou, voilà, ou parce que c'est convivial aussi, mais c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Par contre, les sorties très tard le week-end ou en boîte de nuit, etc., non, c'est fini tout ça. C'est fini depuis longtemps parce que
Parce que quand on est fatigué de la semaine, on a envie qu'une chose, c'est de récupérer et puis de pouvoir avoir un peu de temps le dimanche aussi pour faire autre chose. Et non, non, bien sûr, c'est un rythme qui est exigeant, hein, faut pas croire. Hein. J'ai du mal à en parler là comme ça aujourd'hui parce que on est dans une période tellement compliquée, tellement particulière avec ce confinement et cette histoire de coronavirus. Parfois, j'ai l'impression que c'est parfois un peu déplacé de parler de tout ça, quoi. Mais c'est peut-être bien aussi de pouvoir parler de choses qui sont un peu gaies, agréables et qui sont intéressantes, quoi. Enfin, j'espère. C'est tout l'intérêt, tout à fait. Enfin, intéressantes. Le reste l'est aussi, mais positive. Voilà. Tu sais combien de temps tu passes par semaine avec les médias versus le reste de ta semaine? Faudrait faire une moyenne parce que j'ai pas les médias toutes les semaines non plus. Hein. Je suis pas ni Alexandre Popov ou Michael Phelps et encore moins Usain Bolt. Hein. Donc voilà, mais je dois avoir, je dirais une seule session toutes les semaines, quasiment. Qu'elle soit presse écrite, papier, radio, parfois télévision, sollicitation sponsor, tournage ou des campagnes de com, ou alors simplement, et ça arrive souvent, je le fais avec plaisir, Ouais. répondre à des étudiantes qui sont en études de journalisme, pardon, ou des étudiants qui sont, je sais pas moi, issus d'une fac Stax par exemple, ou qui font autre chose, quoi, et qui s'intéressent à la partie handisport ou au sport en général. Cette semaine, par exemple, j'ai eu trois demandes. Et d'ailleurs, j'ai aussi un truc que je dois faire absolument sans me faire taper sur les doigts. Ça n'a rien à voir, mais c'est un exemple type. Hein. Après, c'est juste, voilà, c'est pas une sollicitation, c'est juste un petit message d'anniversaire pour une nageuse qui est passionnée par ce sport. Et puis, bon, semblerait-il, apprécie ce que j'ai fait dans ma carrière sportive. Et c'est son anniversaire dans quelques temps, et une de ses amies m'a sollicité pour pouvoir lui envoyer un petit message d'anniversaire, faire un petit montage sympa, quoi. Donc, c'est aussi ces choses-là comme ça que j'essaie de faire parce que ça fait plaisir aux gens, parce que ça me fait plaisir de faire aussi. Mais oui, entre des étudiants ou étudiantes qui ont des études intéressantes et qui me demandent un coup de main pour avancer sur leur mémoire, par exemple, ou les journalistes, etc., ça fait une sollicitation par semaine en général, à peu près. Est-ce que en dehors de la nage, tu as des rêves ou des défis secrets que tu t'es mis, des éléments qui n'ont peut-être justement pas forcément à voir avec la natation? Je rêvais qu'on ait les jeux en France. J'ai modestement contribué à ce qu'on puisse les avoir. J'ai apporté ma pierre à l'édifice, comme tout sportif d'ailleurs. Euh, Ça a été un moment particulier, très très fort. J'aurais pleuré, hein, comme un gamin. Hein. Je veux dire, on savait qu'on allait gagner. Et quand c'est arrivé, déjà la veille, j'ai pas dormi du tout, pas une minute. J'étais à l'au bout du monde à Lima et on était tellement excités par l'enjeu, par ce qui se passait, tellement heureux que bon voilà. Mais pour sortir de ce contexte-là, sportif, on va dire, j'ai une petite passion qui prend un peu de temps, mais j'en ai pas assez pour y consacrer en ce moment en tout cas. C'est le vol à voile, le planeur. En fait, c'est une région montagnarde qui est plutôt sympathique, ou montagneuse, qui est plutôt sympathique, et on a un club d'aéronautique en bas, dans la vallée, qui s'appelle le Versou, un aérodrome qui est très très bien, qui est d'ailleurs l'aérodrome de France où il y a le plus d'activité, hein, c'est entre 180 et 200 000 décollages d'atterrissages par an, c'est beaucoup. Euh, et je me suis pris par amour pour l'aviation en général un petit peu, pour différentes raisons, parce que je suis aussi impliqué avec l'armée de l'air, de la réserve citoyenne notamment, mais pas que, c'est aussi parce que voler c'est fantastique, quoi. Puis quand on a un cadre de vie comme ça avec les montagnes autour, c'est juste génial. Donc ça passe par quelques petites heures de pilotage parfois, quand on a la chance de m'accompagner ou de me proposer. Et d'ailleurs, je remercie un de mes partenaires, Isarmat et Monsieur Paul David, qui m'a spontanément emmené un jour sur un très bel appareil, et c'est là que la relation amicale s'est construite, et puis qui m'a après validé ce projet de partenariat ou de soutien financier pour ma carrière sportive. C'est l'occasion de remercier tout le monde, hein, d'en profiter un petit peu, quoi. Donc, mais non, sinon, ouais, le planeur, c'est la première école de voile, la première école qu'il faut avoir entre les mains. Et c'est super, quoi. C'est un moment incroyable, il n'y a pas de bruit, et c'est un pilotage précis qui demande une manœuvre toutes les 15 secondes. C'est remuant aussi, hein. On prend entre 1 et 5 mètres secondes. Donc ça secoue un petit peu quand même.
Mais c'est une liberté incroyable. Et puis, j'espère que d'ici un an, une fois que les choses seront un peu calmées sur le plan sportif, etc., je pourrai finir ma formation et, et devenir officiellement pilote. Voilà. Bah, on te le souhaite, hein, ça doit être splendide de la vue de là-haut, C'est non? un cadre qui est vraiment spécial. Et les gens qui viennent voler ici s'en rendent compte vraiment quand ils vont ailleurs après, quoi. C'est fantastique. C'est vraiment passer au-dessus des montagnes, là, que les ailes d'un planeur passent à 20 mètres, 10 mètres parfois des rocheuses, c'est somptueux. Avec tous les courants ascendants et portants que ça apporte, parce que on a souvent des courants chauds qui nous montent très rapidement lorsqu'on est près des montagnes. Donc ouais, c'est vraiment super. Tu, Qu'est-ce qui t'anime finalement là depuis le début vers ce dépassement de toi? Est-ce que c'est un peu une drogue pour toi? C'est une bonne question qu'on m'a jamais posée d'ailleurs. Le fait de réussir quelque chose que tout le monde n'a pas réussi forcément. Mais au-delà de cette comparaison avec les autres, c'est d'abord un plaisir personnel. J'avais envie de me prouver que je pouvais réussir quelque chose de grand, et puis surtout m'offrir ces émotions-là. Je crois que c'est d'abord ça avant tout. Partager ces choses-là avec les copains de l'équipe de France, enfin les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, c'est un moment tellement incroyable. C'est une fête qui est tellement belle, tellement. Les premiers Jeux, d'ailleurs tous les premiers Jeux de tout le monde, on part du village, on en pleure. C'est incroyable. Il y a un regard des sportifs qui est différent. C'est hyper constructif, hyper formateur pour chacun. Et c'est avant tout ça. Le plaisir de s'offrir quelque chose, de concrétiser un projet, de réussir quelque chose, un challenge, un défi, qui demande beaucoup de travail, de sacrifice, et, euh, et de pouvoir en vivre. C'est fantastique, quoi. Et puis après, c'est aussi le fait de rencontrer le monde entier. J'ai la chance de parler plusieurs langues et c'est vrai que je m'éclate vraiment quand je suis à l'international. Avec plein de gens autour de moi, avec différents pays, différentes nationalités, comparer leur façon de vivre, leur mode de vie, tout ce qui concerne le management des organisations, en fait. Et, non, et puis la sensation physique aussi, cette dopamine qui est créée grâce au sport. Et bien sûr que c'est une adrénaline incroyable, c'est grisant, c'est... Un garçon comme Florent Manodou n'est parvenu à ce sport, là, dans la perspective d'être sur le podium et peut-être même de gagner le titre sur 50 mètres nage libre à Tokyo, pour le fun ou pour les images, médias, etc., ils s'en foutent, quoi. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il y a un réel manque derrière le pot de départ de ce moment grisant, là, qui te traverse, qui te transporte et qui te pousse à te dépasser, quoi, tout simplement. Et puis j'avais peut-être aussi envie de rendre ma famille fière, mais surtout soulagée après mon accident. C'était un plus pour moi. Voilà. Tu parlais tout à l'heure effectivement de records, là à l'instant encore, dans l'idée de pouvoir monter sur le podium parce que c'est des réussites personnelles. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu trop et qu'on a tout le temps cherché le plus, on parle de quelques centièmes à chaque fois et qu'on descend du coup en termes de temps les allers-retours dans l'eau. Est-ce que c'est pas tout le temps trop d'aller chercher justement le maximum de la capacité Il du y a corps une humain? pression permanente de ce côté-là. Je veux dire, une semaine réussie, c'est une semaine où on s'est fait mal à l'entraînement. Pas se leurrer. Il y a une satisfaction personnelle qui est énorme, mais ça passe par de la souffrance, par des douleurs, etc. On est un peu maso quelque part. Dire, pendant 20 ans, je me suis levé tous les matins à 6 heures pour aller me faire des distances et des distances de longueur. C'est pas très drôle, mais euh, ça amène autre chose. Faut pas s'arrêter à la performance uniquement. C'est tout ce qu'il y a derrière qui compte. Après, je serais tenté en cette période de retourner la question différemment. Est-ce que finalement, il n'est pas préférable d'avoir une course à la performance sportive que plutôt qui est saine, qui amène du respect par rapport aux adversaires aussi. Attention, on se bat contre les gens, mais on les respecte plus que tout. Moi, j'ai une admiration et un respect pour mon ancien copain Richard Horibé, qui était un ancien nageur de très très haut niveau, qui m'a battu à Pékin, notamment sur le 200 mètres nage libre. Enfin, sa dernière course à Funchal Madère en 2016, avant les Jeux de Rio, où il n'a pas participé d'ailleurs, championnat d'Europe, tout le monde pleurait dans la chambre d'appel, quoi. Parce que c'était ses 5e jeu, sa dernière compétition européenne, c'est un grand monsieur du sport, de la natation en particulier, mon rival éternel. C'était émouvant, quoi.
et une accolade à la fin de la course, la piscine debout, standing ovation, etc. Il y a une accolade à la fin de la course qui est fantastique. On a fait une dernière séance, une dernière longueur de récupération dans le bassin à côté de récupération ensemble, sans vouloir se dépasser. On nageait dans une ligne chacun, les coachs nous regardaient nager, on était côte à côte, et on voulait pas dépasser l'un et l'autre par respect, quoi. C'était incroyable. Il y a que dans l'eau on comprend ces choses-là. Qu'en exerçant le sport, qu'on arrive à ce niveau-là de respect, de partage. Mais je disais, est-ce que c'est pas plus bénéfique et plus instructif pour tout le monde que la course à ce qui s'est passé pendant X mille années jusqu'à je sais plus, 14 ou 15 mars dernier ou 16 mars dernier, avant le confinement, qui nous fait prendre conscience que la planète est en train de la bouffer, qu'il y a moins de pollution aujourd'hui et tant mieux, que peut-être que l'environnement on l'a trop négligé. C'était une course en permanence à tout, alors qu'on peut faire autrement. Le télétravail, ça existe, le temps partagé au travail, ça existe. Prendre plus de temps pour soi aussi, pour sa famille, pour faire du sport, pour être en forme, pour plein de choses. Moi aussi, je suis le premier à me dire, t'as pas assez passé de temps avec les gens que t'aimes vraiment. Certains te l'ont demandé, tu l'as pas forcément compris en temps et heure parce que t'étais pris par autre chose, par ton travail, par l'entraînement, parce que c'était important pour moi aussi. Je voulais construire pas que pour moi, mais pour deux, parfois aussi. J'ai des regrets aussi, bien sûr, mais des moments de partage qui sont exceptionnels. Et les gens qui ont vécu ça à côté de moi, à Rio ou avant, savent de quoi je parle. Mais il y a rien de négatif dans le sport. Bien sûr qu'il y a des choses comme le dopage, l'argent, des fois, qui peut être problématique, mais c'est avant tout un partage, l'humanité, le dépassement de soi. Ce sont des valeurs qui sont extraordinaires. Et des valeurs qui, j'ai envie de dire, sauvent le monde. Parce que les valeurs d'éducation par le sport sont pour moi aujourd'hui les seules valeurs qui permettent de pouvoir permettre à des enfants d'être vraiment sûrs d'avoir la tête sur les épaules, quoi. Combien de problèmes de délinquance on aurait évité si les enfants faisaient plus de sport dans notre pays? Combien de problèmes de vol on aurait évité? Combien de problèmes d'identité on aurait évité? La crise identitaire chez les jeunes, elle est horrible. Horrible. Les gamins qui ont juste 20 ans et qui se disent, moi j'ai tout vu, tout vécu, etc., qui ont même pas la once de respect pour ce que les gens ont fait après ou plus tard, c'est démentiel, quoi. Une espèce de décorché vif qu'on a parfois, et je parle pas des problèmes dans les quartiers, etc. Hein, je veux dire. Le sport a de belles vertus. Il apprend aussi à la tolérance, le dépassement de soi et le goût de l'effort aussi. Rien ne tombe du ciel dans la vie, hein, c'est pas se leurrer, hein, donc voilà. Mais bien sûr que la course au chrono, excuse-moi, je finis là-dessus, pardon, la course au chrono, elle est des fois un peu too much ou trop, ça arrive. Et on s'est même posé la question avec la commission des athlètes du comité olympique français, enfin sportif français, dont je suis membre pour reporter le mouvement paralympique d'ailleurs. On s'est même posé la question d'une éventuelle possibilité de mettre des Jeux en avant, Tokyo 2020 en 2021, mais différemment. C'est-à-dire, est-ce que si on avait les Jeux au mois d'octobre, finalement, bon, on aurait été décidé autrement, mais est-ce que on pourrait pas faire des Jeux avec une perception des choses un peu différente, avec une vision des choses différentes, c'est-à-dire se battre pour recréer une solidarité, un lien social avec le monde entier, et pas pour uniquement de la performance des médias, etc. Donc une valeur de combativité et de sportivité différente que celle qu'on a connue aujourd'hui. Parce que oui, les chronos ont des limites, parce que la course au record, ça a des limites. C'est peut-être pas le plus essentiel, pardon, c'est peut-être pas le plus important, c'est d'autres choses qui sont plus importantes que ça, et oui, bien sûr que c'est important de l'envisager, mais il y a rien de mal à ça. Dans des sports qui sont sains, il y a rien de mal à ça, je pense. Qu'est-ce que tu dirais à un petit jeune qui nage aujourd'hui, un garçon ou une fille qui a 12-13 ans et qui fait ça depuis ses 8-9 ans, plus comme passion, qui se rend compte que ça lui plaît et qui veut se lancer dans un niveau plus intense? Il faut être réaliste du travail qu'il faut fournir pour réussir. Il faut ne pas brûler les étapes, accepter que le chemin est long pour arriver à très haut niveau, mais avant tout croire en ses rêves. Celui qui ne rêve pas n'a pas vécu, pour moi. Alors, désolé pour ceux qui n'ont pas la chance de rêver aujourd'hui, qui sont sur un train-train quotidien pas forcément très drôle. Et même encore tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une amie qui est infirmière, qui est en première ligne en ce moment dans un hôpital, bon bref. C'est une ancienne nageuse, et je lui disais, je pense que malgré tout, cette période particulière dans ce service dans lequel tu es aujourd'hui va t'enrichir et t'aider dans ta carrière. Et je crois que son copain lui disait la même chose d'ailleurs, elle m'a dit il y a quelques jours, parce que
on se rend compte finalement que on est peu de choses et que la période actuelle doit aussi nous enseigner les leçons qu'on doit tirer de cette situation délicate et assez violente. Donc, il y a aussi quelque part une notion de rêve, même chez ces personnes-là. On les appelle les sauveurs, les héros, ils sauvent le monde. Oui, c'est vrai, mais pas que. Voilà. Ils ont, on parlait effectivement donc d'un plus jeune. Toi, si on veut te suivre du coup pour les prochaines étapes, est-ce que tu as des livres, des films ou des réseaux sociaux en particulier auxquels on peut s'abonner? Alors sur mes réseaux sociaux, bien entendu, c'est d'ailleurs, je pense aujourd'hui, la seule raison pour laquelle j'y suis encore dessus, c'est pour le sport, partager certaines choses avec des amis, mais c'est quasiment pour le sport. Là aussi, depuis quelques mois, quelques années, ma vision des choses a un petit peu changé. Mais bon, j'ai une page officielle Facebook qui est d'ailleurs certifiée, David Smetanine Athlète FRA pour France, qui est une page officielle. On peut me suivre bien sûr sur Instagram, David Smetanine officiel aussi. J'ai une page aussi LinkedIn pour le côté professionnel. Et puis, je suis assez présent sur Twitter parce que j'aime bien la façon dont on a de communiquer sur Twitter et les débats qu'il y a qui sont pour moi plutôt constructifs en général. Il y a un côté revendication, enfin un peu politique aussi, et qui est peut-être un peu plus sérieux que peut l'être Facebook ou peut-être Instagram. Instagram, c'est plus pour le côté artistique ou autre, et que c'est vrai que c'est un réseau qui est très suivi, donc j'aime bien mettre des photos de natation, j'aime bien parfois parce que j'aime bien cuisiner, mettre mes spaghettis, parce qu'on me dit souvent ah ils ont l'air bonnes tes spaghettis, etc. Non, bon, c'est juste pour blaguer comme ça quoi, mais c'est principalement parce que je communique aussi sur ma carrière sportive, sur mes sponsors, voilà. Et puis j'ai bien sûr un site internet qui est en train d'être encore rénové. On a déjà fait pas mal de travail depuis quelques années, depuis 2017-2016. Nicolas Chartrain a mon webmaster actuellement, que je cite aussi parce que c'est quelqu'un qui fait du bon boulot. Et c'est de faire un truc très très bien aussi. Donc c'est davidsmetanine.fr tout simplement. Nom de domaine qui m'appartient tout bêtement. Il y a une rubrique contact aussi, on peut me contacter sans problème. Mais avis aux internautes, je serai toujours ravi quand je peux et quand j'ai le temps de répondre à leurs questions et de partager des choses qui sont sincères. Voilà. Pas d'avoir 25 millions de followers pour avoir des followers partout, ça, bon, pas grand intérêt. Mais des gens sérieux quoi. Avec plaisir en tout cas, vraiment. Bon bah génial. David, ça va bientôt faire 1 heure qu'on discute. J'ai une dernière question pour toi. Si demain tu as l'occasion, la chance, la capacité peut-être de rencontrer David à 18 ans, qu'est-ce que tu lui dis? À 18 ans en plus. D'être prudent, euh, d'être prudent, peut-être, ouais. De continuer à croire en ses rêves. C'est ce qui m'a animé toute ma vie et qui m'a permis de me sortir d'un grave accident aussi. Maintenant, la croissance était tellement incroyable quand j'ai eu cet accident-là que j'ai envie de dire, fais attention sur la route, bien entendu, encore plus aujourd'hui puisque je suis ambassadeur de la sécurité routière pour le préfet de l'Isère, pardon, monsieur Denis Bruel, m'a d'ailleurs accueilli il n'y a pas très longtemps un peu dans ce domaine-là aussi parce qu'on a une grande journée qui s'est mise en place avec tous les ISR, etc., les gens qui travaillent bénévolement au quotidien pour la sécurité routière. Euh, et, et c'est important, mais puis les chiffres, on doit les faire baisser, hein, les chiffres de mortalité en France et des grands blessés aussi, bien sûr. Euh, de continuer à faire du sport, voilà ce que je lui dirais. Et puis, j'ai envie de dire, il y a un film que j'aime beaucoup, qu'on m'a offert d'ailleurs il y a quelques années. Ça m'a fait très très plaisir qu'on me l'offre, pardon. En plus, la personne qui l'a offert, ça m'a fait encore plus plaisir, mais c'était Retour vers le futur. Et j'ai envie de dire, ne retourne pas vers le futur, David, parce que il n'y a pas que des choses bonnes. Des choses qui sont bonnes, mais pas toujours. Après, j'ai aucun regret. Hein. Mon accident est arrivé, c'est comme ça. J'ai su tirer le positif dans le négatif, pardon. Euh, mais chaque chose en son temps. Et donc oui, je dirais peut-être à ce David-là, de cette façon-là, à 18 ans, je lui dirais, écoute, voilà, ne retourne pas vers le futur, quoi. Laisse les choses se faire, laisse la vie te faire faire les rencontres que tu vas faire et vivre les étapes comme tu dois les vivre. Voilà. C'est fou, hein, parce que on pourrait se dire, il a eu un grave accident, s'il pouvait l'éviter, etc. Je sais pas. C'est comme ça. Merci David pour ce temps, c'était vraiment génial de pouvoir échanger avec toi. Bravo encore pour tous ces succès et on te souhaite bon courage pour ce dernier Jeux Olympiques l'an prochain. Au plaisir de... La notion de rêve, elle va être importante
continuer pendant 16 mois, ou alors il me dit souvent que c'est pour faire durer le plaisir, quoi, parce que là, ça va être... On fait avec. Génial. Bon, et puis à bientôt du coup. Avec plaisir, ça marche. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt.